Bonsoir et bienvenue à The Good Post, présenté par un mec qui parle trop, avec de la famine, du meurtre de prostituées et bien sûr du viol d'enfants. Chers amis, nous y revoilà. The Good Post 24 est arrivé, vous avez passé une semaine, j'imagine, très bonne. En plein confinement, vous vous êtes éclaté à entendre les nouvelles annonces du gouvernement, bref, on s'éclate. Ça resitue un petit peu ce coup de post et ce podcast, si vous l'écoutez plusieurs années après, dans le contexte politique de notre année 2020. Et comme nous sommes dans une année complexe, une année où vraiment il y a du contexte politique dans l'air, ça donne, bref, c'est pas gratuit tout ça. Je me suis dit qu'il était temps de voir un documentaire avec un titre hyper sympa et ensoleillé qui allait mettre, je sais pas, une dose de bonheur dans notre journée. Je veux bien sûr parler du cauchemar de Darwin. Et oui, commencer un podcast avec, un intitulé du genre « Le cauchemar », c'est sûr que c'est moyen. Parce que si je vous dis cauchemar, vous, forcément, vous mettez à penser à votre phobie des épingles à nourrice et de votre rêve extrêmement angoissant où votre cousine vous les mettez dans l'arrière-train. Bah oui, il y a de ça, oui. Alors bon, après déjà, si vous faites ce genre de cauchemar, vous avez des soucis, et je vous ai déjà dit, vous avez besoin de consulter. Faites-moi confiance, hein. The Good Post, c'est un podcast médical depuis longtemps. Je suis moi-même certifié en chirurgie anatomique et en recherche exploratrice à l'aide d'un gant latex, donc faites-moi confiance. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Oui, on est d'accord, ça commence toujours avec autant de poésie. Le cauchemar de Darwin est donc un documentaire qui est sorti en 2005, si je ne dis pas de bêtises, qui a été distribué la première fois à la télévision d'abord, si je dis pas de bêtises, à la date du 21 janvier 2005 en Autriche, puisque le film a été d'abord diffusé sur la terre natale du réalisateur Hubert Sauper. Le cauchemar de Darwin, juste pour vous donner une échelle d'idée, je sais que vous allez me dire « Ah, il nous parle encore d'un documentaire, blablabla ». Oui, non, mais là, je vous parle d'un documentaire qui a eu un nombre de récompenses juste délirant, mais vraiment pour le coup... mérité certes, mais quand même impressionnant. Prix du cinéma européen, meilleur documentaire européen, l'appel Europa Cinéma de la Mostra de Venise, grand prix du documentaire du Festival du film de l'environnement de Paris, prix du public du Festival Entrevue de Belfort, prix du meilleur film du Festival international du film de Copenhague, meilleur documentaire du Festival du film de Montréal 2004, Festival du premier plan d'Alger, Grand Prix du public, et meilleur premier film au César 2006, bref, avec des nominations dans plein de festivals, et notamment une nomination au meilleur Oscar 2006, du meilleur documentaire. Bref, un film qui a vraiment marqué l'année 2006, et qui, je pense, encore 15 ans plus tard, est un film qui est resté en tête de beaucoup de monde, qui reste un peu une pierre angulaire pour bien des points, et notamment au niveau politique. Eh oui, il fallait que je revienne un petit peu avec mes gros chars d'assaut, vous embêter avec des questions éthiques, des questions morales et des questions de pognon. Ah là là, qu'est-ce que vous feriez sur moi Votre semaine serait moins sympathique, admettez-le. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Parce que oui, le cauchemar de Darwin, je vous ai sorti évidemment un docu, mais pas n'importe quel docu, je sais, la plupart d'entre vous attendez que je vous parle des séries qui viennent de sortir, The Queen's Gambit et ce genre de choses, que je regarde actuellement et sur lesquelles je ferai probablement un podcast. Oui, sur les films qui sont sortis là, juste là, Mulan et autres choses qui sont dans l'actualité pile maintenant, mais... on va pas faire que ça, les enfants. Vous savez très bien que dans The Good Post, on se lâche, on va voir des choses, on laisse la curiosité nous porter, on laisse tous ces éléments, tous ces sentiments qui nous lient les uns aux autres faire le travail. On laisse monter le désir, ce moment extraordinaire où on regarde dans les yeux de l'autre et on sait que c'est le moment de lui dire qu'on va reprendre du dessert au restaurant. Mais au-delà de moments aussi magiques que celui-là, il est temps d'aborder donc ce film, Le Cauchemar de Darwin. Oui, Le Cauchemar de Darwin, c'est d'abord et avant tout un documentaire qui, je pense, est resté un symbole de l'anti-mondialisation. Pas forcément parce que le film en soi est un film anti-mondialiste, je reviendrai là-dessus quand j'entamerai la critique après. Oui, d'ailleurs on m'a rappelé dernièrement, excusez-moi, décidément je fais toujours les choses à l'envers, ça va pas ici, ça va pas du tout ce Good Post, c'est pas The Post Good, c'est The Good Post, bordel. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Oui, le plan, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien tout simplement,
On va analyser évidemment le cauchemar de Darwin, ça c'est la partie géniale de ce podcast. Encore plus génial, extraordinaire, on va aborder la news avec la bande-annonce un peu plus étendue du prochain Zack Snyder, Justice League, dont je vous ai déjà parlé, la série qui va donc sur HBO Max, donc on va en parler un petit peu. Et dans la question, elle est vite répondue, on va aborder un mème, celui de Rocky Lockridge. Vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais vous avez certainement déjà vu et entendu ceci. Et oui, on va parler un petit peu, rapidement, revenir un petit peu sur l'histoire de ce mème, que moi-même j'ai utilisé dans plein de vidéos, sur lesquelles je rigole bien, et qu'il y a plein de vidéos qui l'utilisaient et qui m'ont fait beaucoup rire. Et ben vous allez voir que c'est une sale histoire, une histoire vraiment tragique derrière ce mème. Et il est temps que je vous en parle un petit peu, puisque je l'utilise souvent dans mes vidéos, et on va parler un petit peu du coup de l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire faire un montage éthique? Question compliquée, hein, sur laquelle je suis loin, très loin d'être un modèle à mon avis. C'est tout. C'est ça le cri de gueule. Oh non, mais remboursez de suite. Non, c'est pas écrit. Non, mais quel escroc. Le cauchemar de Darwin est donc resté un symbole de l'anti-mondialisation en mettant les pieds dans la merde à l'Occident, leur montrant ce que l'économie occidentale générait en Afrique, en notamment s'arrêtant sur la ville de Mwanza, en Tanzanie, et autour du commerce de la perche du Nil, si je ne dis pas de bêtises, si c'est bien ça. Donc, c'est un film qui est resté un symbole parce qu'il a marqué de manière très très forte le public en mettant le nez là où on voit tous les effets de l'Occident, effets qui sont bien sûr à des kilomètres et qui nous empêchent de nous remettre en cause ou de repenser notre système. Tout du moins, il a été souvent interprété comme ça. Il se trouve que là, j'ai revu évidemment le film pour les besoins du podcast, ça faisait longtemps que je l'avais vu, hein, ça devait faire au moins 10 ans que je ne l'avais pas revu, le cauchemar de Darwin. Et là, je dois admettre que d'un côté je suis d'accord, de l'autre je suis pas certain que Hubert Sauper voulait dénoncer ça. C'est un film plus intime qu'il n'y paraît. Je vais vous en parler après, mais on va aussi parler de Hubert Sauper. Oui, je sais, Hubert Sauper. Bah, le mec est autrichien, donc forcément, ça sent les vannes nazies pourries. Hein. Ça, je suis désolé, mais vous devez vous y préparer. Hein. Vous savez très bien que j'adore vanner là-dessus. Mais là, vous n'avez même pas idée de la quantité de conneries que je vais sortir très prochainement dans The Résumé aussi, puisque je vais vous faire un petit The Résumé sur le cauchemar de Darwin. Oui, The Résumé, c'est les vidéos courtes où je reviens un petit peu sur l'idée principale de mon podcast avec un maximum de vannes et d'humour noir. Bah, n'hésitez pas à les regarder, quoi. Hubert Sauper, c'est en fait un réalisateur qui s'est fait vraiment connaître, dont la réputation a explosé avec le cauchemar de Darwin, qui avait fait plusieurs films avant, si je dis pas de bêtises, des courts-métrages en langue allemande, donc en Autriche, que je n'ai pas vu, j'en suis désolé. J'ai essentiellement vu le cauchemar de Darwin de lui, hein, donc je peux vraiment pas dire de bêtises. Mais pour vous donner une échelle d'idée, il avait fait donc le cauchemar de Darwin, et il a mis à peu près 10 ans en fait, à faire le film suivant, Nous venons en amis, pour une raison assez dingue, qui va vous expliquer un petit peu pourquoi je pense franchement que le cauchemar de Darwin était considéré, probablement à juste titre, comme une sorte de symbole du film militant anti-mondialisation. Il se trouve que, pour vous donner une échelle du synopsis de Nous venons en amis, le film suit des investisseurs qui affluent au Soudan et qui en fait arrosent les chefs d'État pour profiter des terres, hein, tout simplement. C'est la corruption de l'Occident sur l'Afrique en général, faut appeler un chat un chat. Et en fait, on voit dans ce film-là, je l'ai pas vu, hein, j'ai juste vu des extraits, que le film est en fait sous couvert de voir ces investisseurs arriver d'un peu partout, arroser les politiques corrompues du Soudan. On comprend que c'est la guerre économique entre la Chine et les États-Unis qui est au centre du truc. Donc bref, un cliché, un classique de l'Afrique noire, c'est-à-dire et de l'Afrique noire, vraiment, un classique, c'est-à-dire les pays occidentaux viennent prendre ce qu'ils veulent et à n'importe quel prix. S'il faut créer des guerres civiles, des famines, des morts de masse, visiblement, rien ne nous arrête. Donc voilà, ça vous donne une échelle d'idée du film suivant. Et pourquoi il a mis 10 ans? Alors que, après un film qui cartonne, en général, on enchaîne tout de suite. Parce que oui, le cauchemar de Darwin n'est pas seulement connu pour son succès, mais aussi pour une polémique qui a eu lieu à partir de 2006, si je ne dis pas de bêtises, par un article qui était dans Le Monde d'abord, qui estimait que le film notamment
tordait les faits et ne rendait pas compte de la réalité factuelle qui se passait en Tanzanie autour du lac, notamment autour du Nil, autour de la ville de Mwanza où se passe le récit, notamment en déformant deux faits. Le premier étant l'idée que qu'il y avait un trafic d'armes qui se passait par l'aéroport de Mwanza et qui arrosait toute l'Afrique en ne montrant pas ses armes, donc en faisant des allégations autour de ce trafic d'armes sans en avoir les preuves, sous-entendu. Et la deuxième chose, c'était de lier le commerce de la pêche et le fait que, grosso modo, la pêche était essentiellement revendue en Occident, en laissant mourir de faim la majorité du pays et de la ville de Mwanza, créant ainsi une très très grande famine et une accumulation des enfants orphelins dans les rues, qui souffrent donc de ça, de parents qui meurent en allant à l'usine, en pêchant de manière sauvage, ou tout simplement en se faisant buter en essayant de voler de la nourriture dans les usines de poissons. Et donc il y avait ces deux éléments-là étaient liés. D'un côté, le trafic d'armes qui n'était pas prouvé, et de deux, le fait que le film affirmait que la souffrance, grosso modo, que ces enfants enduraient était essentiellement liée au commerce de la perche, alors qu'a priori, il y avait d'autres facteurs qui rentraient en compte, blablabla. Il y avait un autre élément qui disait, grosso modo, que le film montrait que la population n'avait pas le droit de manger ou ne mangeait pas du poisson parce que grosso modo c'était ça le grand truc, c'était de dire les autochtones pêchaient énormément de poissons mais finissaient par mourir de faim parce que ils avaient ni les moyens d'en acheter et on leur permettait grosso modo pas d'en récupérer et en fait, dans les faits, il semblerait que, en fait, il y avait toute une partie des poissons qui étaient vendus effectivement à Mwanza, notamment, je crois les têtes ou alors une partie de la carcasse, bref, peu importe, les restes, bref. Donc, sous-entendu, le film dit des mensonges, les gens ne meurent pas de faim parce qu'on leur donne pas ce poisson-là. Et alors donc, ça allait très loin cette histoire, ça s'est pas juste contenté d'un article du Monde. Il se trouve qu'un historien qui s'appelle Monsieur Garçon, François Garçon, si je dis pas de bêtises, et donc passé à la radio, a carrément sorti un livre pour dire que, grosso modo, il estimait que le film était un tissu de mensonges et qu'il ne montrait pas la réalité de ce qui se passait en Mwanza et qu'il avait un côté altermondialiste complètement forcé, c'est-à-dire en créant des liaisons illusoires entre commerce de la perche, famine des enfants, vente d'armes, alors que grosso modo pour François Garçon, ces trois choses n'étaient pas liées. Alors il faut savoir qu'il a d'abord fait un article ou une sortie à la radio, et ensuite il a sorti un livre, et là, 2 ans plus tard, donc en 2008, finalement Hubert Sauper a décidé de porter plainte contre lui pour diffamation, je crois que c'est en 2007-2008. Il a gagné une première fois, il a été dédommagé de 500 €, même si le tribunal a estimé que Monsieur Garçon n'avait pas grosso modo les preuves de ce qu'il affirmait, mais pouvait quand même, il avait le droit de critiquer grosso modo le film, je caricature. Et ensuite, le procès est allé un peu plus loin, et je crois qu'en 2009, d'abord Monsieur Garçon a fait appel, puis il y a eu derrière une suite du procès. Je crois qu'il a fait appel, et ça n'a pas fonctionné, et ensuite il y a eu un deuxième procès. Je suis pas certain d'avoir bien compris ça. Ah non, la cour d'appel a rendu son verdict en 2009, en disant grosso modo que, effectivement, en donnant tort à Monsieur Garçon, en disant voilà, vous n'avez pas les preuves de la manipulation qu'aurait fait Hubert Sauper. François Garçon a accusé notamment le réalisateur du film, donc Hubert Sauper, d'avoir payé les enfants pour jouer et rejouer des scènes, ce qu'il ne pouvait pas prouver. Et donc le tribunal a dit voilà, vous ne pouvez pas le prouver. Et ensuite, ils ont aussi pointé le fait que le film d'Hubert Sauper était un documentaire de création et n'avait pas pour but d'être factuellement précis, de dire voilà, ça se passe comme ça en Tanzanie, ça se passe comme ça en Mwanza, le film ne disant pas ça, ne montrant pas ça concrètement, ni par voix off, ni par image. Voilà, et donc ça s'est arrêté là, mais grosso modo, je reviens sur ce que je disais avant sur Hubert Sauper. Lui, ça lui a mis une claque, évidemment, parce que ça lui a pris énormément d'énergie. C'est un combat qui lui a pris 5-6 ans, et du coup, il a encore mis 3-4 ans ensuite pour faire son film suivant. Donc ça vous donne une échelle d'idée de l'importance du Cauchemar de Darwin. C'est un film qu'on a eu besoin de
débunker un peu à la manière de ce qu'on avait vu dernièrement avec le fameux film Hold Up, mais je tiens à faire une différence fondamentale qui est importante tout de suite là, parce que vous allez me tomber dessus en disant non mais il raconte n'importe quoi, le cauchemar de Darwin, Hold Up, ça n'a rien à voir. Vous avez raison, ça n'a rien à voir et on va être très précis là-dessus. C'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Parce que oui, Hold Up est un reportage avec soi-disant des experts et tout ça qui viennent vous asséner des éléments d'information. C'est un reportage, c'est-à-dire que ça essaye vraiment d'être très factuel et de vous raconter des choses concrètes et vous êtes supposé sortir avec des réponses concrètes à des questions. C'est pas juste une opinion, c'est pas juste un point de vue, c'est pas juste une ambiance ou une sensation d'un moment. Là où le cauchemar de Darwin, oui, peut être vu comme ça. On peut y voir des éléments factuels, mais à aucun moment Hubert Sauper ne dit c'est comme ça de manière, tranchée et politique. C'est son point de vue à lui, et d'ailleurs le film est complètement construit autour de son point de vue, je reviendrai là-dessus. Et c'est important, c'est intéressant avec la polémique autour de Hold Up de réfléchir un petit peu à la polémique qu'il y avait eu autour du cauchemar de Darwin, qui était, je pense, infondée. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec le cauchemar de Darwin, dire oui, le point de vue d'Hubert Sauper n'est pas juste. Ça, on peut le dire. On a tout à fait le droit de le critiquer, c'est très bien que François Garçon ait pu le critiquer. Par contre, il a fait des allégations sans preuve d'un niveau de manipulation sur lesquels il n'avait absolument aucune prise, visiblement. Ça c'est déjà beaucoup plus problématique et il a été condamné à juste titre. Donc la justice s'est bien passée. Hold Up, c'est très différent, puisque Hold Up essaie de faire croire qu'il a des réponses concrètes à des éléments, et j'ai vu plusieurs articles qui ont été obligés de débunker, donc de contrecarrer, grosso modo, les élans, oui, je caricature, complotistes qu'il y a dans le film, et quand je dis complotiste, c'est faire des liaisons entre des éléments sans en avoir des preuves concrètes cohérentes. Et le film est vraiment plein de genres de choses dans Hold Up. Là où le cauchemar de Darwin, à aucun moment, il y a un expert, il y a une voix off, il y a quelqu'un qui vient vous dire « pensez ça de tel élément ». On entend clairement Hubert Sauper parler avec des gens, il fait preuve d'ironie. Oui, ça c'est clair et net, il fait preuve vraiment d'ironie par rapport à la situation. Compréhensible ou pas, hein, qu'on soit d'accord ou pas. Mais au-delà de ça, son point de vue, c'est le film tel qu'il est construit. Et ça reste son point de vue. Le cauchemar de Darwin ne finit pas en disant « pensez ci de cela ». C'est un film qui est, pour le coup, un vrai documentaire de création, c'est-à-dire il a eu une sensation d'un moment donné, et il se trouve que beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette sensation, d'où la pluie de récompenses. Mais on va y répondre dans l'analyse après, et c'est pour ça que vous m'aimez, parce que je sais mettre du suspense à un niveau, c'est notamment très très haut, n'est-ce pas? C'est que, est-ce que pour autant le cauchemar de Darwin dit la vérité? Est-ce que ce que dit le cauchemar de Darwin de l'altermondialisme, du rapport de l'Occident à l'Afrique, est vrai? Non. Non. Oui, je sais, ça fait chier, hein, pour ceux qui aiment bien ce film comme moi. Mais à un moment donné, il faut être clair. Ce n'est pas ça que le film dit. Et peu importe la question de la vérité sur ce film. Mais vous inquiétez pas, là, j'ai sorti les flingues exprès, ça va attaquer sévère. Pour l'instant, j'ai mon copain, un très bon ami qui s'appelle Max Skies, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle HVF, les histoires vraies et flippantes, et je lui ai demandé de faire le pitch de ce film. Bah, le film s'appelle Le Cauchemar de Darwin, donc ça collait bien avec son style de vidéo sur les faits divers, donc voilà Max Skies, c'est à toi de jouer. Tirez-vous les foutus! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici Max Skies. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Les histoires vraies et flippantes, avec un film qui va, je pense, vous glacer le sang, une histoire terrible tirée de faits réels, un documentaire, comment dire, réalisé par Hubert Sauper, Le Cauchemar de Darwin. Alors, pour commencer bien cette histoire, je pense qu'il faut parler un petit peu de Hubert. Hubert, c'est un garçon qui naît en Autriche, voilà, dans les années 70. Il passe une bonne enfance, il fait des études comme ça en audiovisuel, il s'amuse beaucoup parce que, bon, bah voilà, ça lui plaît. C'est un milieu où il n'y a pas d'argent, on vit très très mal, mais voilà, lui, il a envie de faire ça, ici, il accroche. Et un jour, bon, bah voilà, Hubert, c'est un mec qui aime bien voyager, et en 2002, vient l'idée d'aller faire un petit peu de tourisme sexuel en Tanzanie, parce que voilà, lui, Hubert, il s'est dit, moi, la prostituée noire, bah j'ai pas croqué, donc pourquoi pas y aller? Un voyage qui commence mal. Alors voilà,
Hubert, d'abord, il se demande comment aller en Tanzanie, parce que c'est pas évident, il n'y a pas forcément des grandes lignes qui vont sur place. Et il se trouve qu'il a un ami russe qui lui dit « Écoute, moi j'y vais régulièrement, je fais des livraisons là-bas, si tu veux, on t'emmène avec mon équipe, on y va avec des gros avions, et on a de la place dedans. » Donc, Hubert il dit super, on y va. Et donc Hubert il demande à son copain russe si ça dérange pas qu'il prenne sa caméra, qu'il filme un peu et qu'il aille comme ça avec eux filmer un peu ce qu'ils font en Tanzanie. Et là ses amis ils lui disent da. Mais voilà, ce que Hubert ne sait pas, c'est que ses amis russes vont souvent en Tanzanie, dans la ville de Mwanza, une ville qui est dans la pauvreté et dans la violence extrême. Une ville dans la terreur. Alors d'abord, quand ils arrivent à Mwanza, ça se passe bien, le voyage est sympa, Hubert commence à voir un petit peu le soleil de l'Afrique et tout ça, mais dès qu'ils atterrissent, ils se rendent compte qu'il y a vraiment une grande pauvreté. Les gens sont sales, ils sont tellement sales qu'ils sont noirs de peau, il y a vraiment constamment des gens qui ont faim, ils sont maigres, et là déjà Hubert il commence à se dire, imaginez-vous dans sa situation, il commence à se dire franchement, où j'ai mis les pieds, je me sens pas très bien. Et là, ses amis russes lui apprennent que grosso modo, ce qu'ils ont comme cargaison dans leur avion, c'est rien du tout. Ils viennent chercher d'abord et avant tout du poisson et ils décident d'emmener Hubert à l'usine du poisson, la Perche du Nil qu'ils vendent là-bas, autour du lac de la ville de Mwanza. Et là, Hubert, il découvre l'horreur d'une usine de poissons. Ça pue, les poissons sont énormes, la Perche du Nil c'est un poisson vraiment monstrueux qui fait parfois 1 mètre, 1 mètre 50 de large, et là on a tous les ouvriers qui attrapent les poissons en les écrasant par les yeux, c'est horrible, Hubert se sent mal, il a la nausée, bref, il sent tout de suite, il le dira plus tard, que ce voyage commençait très mal. L'enfer de la prostitution. Et là, ses amis russes, ils sentent que Hubert, il passe pas un très bon séjour, alors ils lui disent, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un morceau et puis on va te présenter à des copines à nous. Alors Hubert, forcément, il est content, ils vont manger ensemble, et là, au milieu du repas, Hubert, il comprend que, en fait, c'est des prostituées. Elles sont obligées pour manger, de manger avec les amis d'Hubert, et il comprend qu'en fait, il est en train d'assister à du tourisme sexuel. Vous vous rendez compte? Il est allé avec ses amis russes en se disant que ça allait se passer très bien dans une ville africaine qui le faisait fantasmer, qu'il trouvait beau, et là, il se retrouve en face d'amis qui sont en fait des porcs et qui l'ont emmené voir des jeunes femmes qu'il manipule à l'aide de la nourriture pour pouvoir profiter d'elles. Franchement, c'est terrible. Mais ça, ce n'est que le début du cauchemar. Les enfants qui se défoncent à la colle. Forcément, arrivé à ce stade, vous comprenez qu'Hubert, il se sent pas très à l'aise. Il essaie de faire copain un peu avec les prostituées, il discute avec elles, mais voilà, ses copains russes, ils boivent trop, ça met une mauvaise ambiance, du coup, il choisit de sortir un petit peu, de se promener, parce que il est touriste, il est venu se promener, il n'y a pas de raison qu'il reste là toute la soirée dans une ambiance qui, franchement, ne lui plaît plus du tout. Il décide donc d'aller se promener, et là, il se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants dans les rues. Ils sont tous seuls, ils sont sales, ils sont noirs eux aussi, beaucoup de saleté, ils dorment par terre, ils se tapent pour le moindre morceau de pain, et il se rend compte qu'ils ont souvent des pots avec eux, avec des choses qui sniffent et qui ont l'air de les mettre littéralement KO. Une sorte de GHB local. Donc face à ça, Hubert, il décide une bonne fois de filmer, de leur demander ce qui se passe, parce qu'il veut des preuves pour aller voir la police. Et là, les enfants lui apprennent, un enfant notamment qui est un peu un artiste comme ça, commence à lui expliquer, voilà le contexte, que c'est des enfants qui ont travaillé dans le commerce du poisson de l'usine, des parents qui sont souvent morts dans ce contexte-là, qui ont attrapé de graves maladies, notamment aussi à cause de la prostitution, et qui maintenant sont grosso modo sans parents et qui doivent essayer de survivre
par eux-mêmes. Vous vous rendez compte, vous partez en voyage pour passer de bonnes vacances, pour éventuellement prendre du soleil, pour éventuellement rencontrer des gens, et puis aussi un petit peu pour profiter de la prostitution locale. Et là, vous êtes confronté au MST, à des poissons qui puent et à des enfants qui meurent de faim. Franchement, c'était vraiment très dur. Et le cauchemar ne faisait pour Hubert que commencer. Je pourrais continuer ce pitch, mais un mec qui parle trop m'a fait signe que je ne dois pas raconter toute l'histoire du film, donc il a vraiment pas compris comment fonctionnent les HVF, mais de toute façon, vous savez très bien où est ma chaîne, comment venir voir une émission que des millions de gens regardent, contrairement à un podcast que personne n'écoute, alors il n'y aura pas de souci. Par contre, je tiens à vous dire que j'ai pris la décision là, pendant qu'on discutait, pendant que je vous racontais cette histoire terrible, hein, n'hésitez pas à mettre cauchemar dans les commentaires, que j'allais vous raconter l'histoire d'un mec qui parle trop, prochainement en vous faisant un épisode spécial, et le sous-titre de cet épisode sera « Le pédophile qui mangeait ses excréments ». Voilà, je sais, encore une imitation consternante, c'est bon que tout le monde se calme. On va passer à la news pour avancer un petit peu. Donc, on a eu le droit cette semaine à la nouvelle bande-annonce du Justice League de Zack Snyder, qui a envoyé ça en grande pompe sur Twitter, Internet, et ainsi de suite, Instagram et autres. Et donc cette bande-annonce, je trouve, vous avez déjà une vidéo d'ailleurs de Durandal sur la question qui réagit dessus, qui est très intéressante, qui parle notamment du format d'image, très intéressante critique comme d'habitude, donc je vous y renvoie aussi, hein. Et moi, perso, mon point de vue sur cette bande-annonce, elle est double. La première chose, c'est que on retrouve, c'est simplement une évolution du film qu'on a vu, de Joss Whedon, hein, Justice League, qui est déjà sorti, avec l'ampleur de la mise en scène de Zack Snyder. C'est-à-dire qu'on a, dans la bande-annonce, tous les effets que Zack Snyder adore faire et qui donnaient beaucoup d'ampleur à la saga Justice League, jusqu'à ce qu'il abandonne la réalisation de Justice League pour des raisons que j'évoque dans le podcast, donc n'hésitez pas à les écouter. J'ai critiqué tous les films de la Justice League, il y a une playlist juste en dessous de cette vidéo et de ce podcast, dans les infos de ce podcast. En grosso modo, on retrouve le côté opératique, cette capacité au ralenti très fort, avec les mouvements de caméra très amples, avec des grands angles et beaucoup de détails à l'image qui avancent au ralenti. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je le rappelle quand même que un des archétypes de cette efficacité-là chez Zack Snyder, c'est vraiment le générique de début de Watchmen, qui est juste exceptionnel, qui est un générique sur lequel je ferai un jour ou l'autre une analyse plan par plan, parce que c'est brillantissime sur plein de points. Au niveau bien sûr visuel, au niveau sonore, au niveau historique, au niveau du sens, au niveau du propos du film, c'est génial. J'ai rarement vu un générique aussi ambitieux, aussi réussi à la fin, parce que c'est un générique qui a coûté du pognon, faut pas se leurrer, un maximum, mais qu'est-ce qu'il est réussi, c'est impressionnant. Bref, on retrouve vraiment le style de Zack Snyder dans cette bande-annonce, le côté opératique, l'ampleur, la musique qui crée un décalage de suite entre l'image et le son, puisque évidemment, musique que Zack Snyder avait déjà utilisée dans Watchmen dans une scène que je trouve juste hilarante, une scène d'amour absolument géniale, avec le Alléluia de Leonard Cohen. Donc on a ce contraste entre ce côté très opératique, le sérieux direct, le premier degré de chaque image qui est montrée. On n'a pas le son du film, on a vraiment que cette musique, la quasi-totalité de la bande-annonce, avant d'avoir juste sur la fin un échange entre Flash et Batman, le Batman de Ben Affleck évidemment, et on a ce contraste qui est constant et qui est en général une marque profonde d'ironie chez Zack Snyder. Zack Snyder qui est souvent considéré par beaucoup de critiques comme un peu une sorte de Michael Bay bis, qui fait grosso modo beaucoup de bruit pour rien, et analyse à laquelle je n'adhère pas du tout. Je pense vraiment, quand on regarde la filmographie de Zack Snyder, que c'est absolument tout sauf ça. C'est simplement quelqu'un qui a beaucoup d'ampleur dans sa mise en scène et dans ce grosso modo dans le bruit et la fureur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça et qui aime beaucoup exprimer les émotions par ça, donc il a quelque chose de très grand spectacle, mais à la différence de Michael Bay, c'est souvent très dense, c'est-à-dire que il n'y a pas de film de Zack Snyder qui soit creux. Ça n'existe pas chez Zack Snyder, il y a toujours une très grosse densité narrative sur les personnages, sur leur écriture, sur ce que le film raconte et sur le sens du film par rapport à son actualité, par rapport à notre société. C'est vraiment des films denses sur lesquels il y a des critiques à faire, que les choses soient bien claires. C'est pas du tout des films parfaits.
Je vous sortirai prochainement une suite de nouvelles vidéos. Allez hop, allez, je vous le balance. J'ai un nouveau projet de vidéo qui s'appelle The Gentleman. Je vais vous montrer ça, c'est un petit peu ma némésis, ce mec. Et il fera notamment à un moment donné une analyse de 300 qui j'espère vous plaira. Je reviendrai sur ces différents éléments à ce moment-là. Eh oui, cadeau, générosité, amour sur vous tous. Vous savez très bien que je n'ai aucune limite quand il s'agit de faire de l'amour polygame et notamment de passer par des zones un tout petit peu interdites par la morale catholique. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cul, là? Donc on y reviendra sur Zack Snyder au moment donné. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur cette bande-annonce? À part le fait que je vais pas faire du plan par plan, à part revenir sur les nouveaux éléments, il y a un élément principal qui est le méchant du film, qui est donc bien celui que Zack Snyder avait voulu au début du projet, et non pas celui de Justice League. C'est-à-dire, au lieu d'avoir Steppenwolf, qui est donc le méchant de la version de Joss Whedon, nous aurons bien Darkseid, grand méchant de l'univers d'ici, que Zack Snyder voulait absolument mettre en scène. Et grande surprise, Zack Snyder commence à teaser une éventuelle suite à cette série Justice League sur HBO Max, avec évidemment Darkseid dans la partie suivante, parce que bien sûr, puisqu'il revient un peu en arrière et que ce film avait été écrit au départ, pensé pour introduire Darkseid mais non pas le combattre, évidemment que si le film fonctionne bien, il y a toujours cette série fonctionne bien et que les abonnements HBO Max augmentent, évidemment que Zack Snyder obtiendra le feu vert pour faire une suite et éventuellement conclure l'histoire avec Darkseid, ce qu'il souhaite éventuellement faire. Et on entend déjà parler d'une éventuelle ressortie des films, des films Justice League pensés par Zack Snyder. Donc effectivement, le retour du fameux Justice League 2 au cinéma carrément, et de Justice League Dark, puisque c'était supposé être la suite. Sans compter que dans le même temps, tout est lié, hein, évidemment, vous voyez comme tout s'imbrique, c'est assez extraordinaire, je sais, c'est incroyable. This is, I mean, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. Parce que, évidemment, dans le même temps, le Wonder Woman 84, donc la suite de Wonder Woman avec Gal Gadot dans le rôle titre, a été confirmé pour sortir à Noël, et donc n'est plus repoussé jusqu'à l'année prochaine. On avait eu quasiment, je crois, début novembre, avec l'annonce du confinement en France, mais dans plusieurs pays, l'annonce éventuelle d'une repousse du film jusqu'à l'été prochain, quasiment, peut-être même en mettant le film en parallèle et en compétition avec le Black Widow de Marvel. Mais au final, là où Marvel est en train de vraiment repenser son cheptel, Disney Marvel, hein, je m'entends, et va probablement sortir Black Widow sur son système Disney+, c'est de plus en plus au goût du jour cet événement-là. Il semblerait que Warner et DC aient décidé au contraire de continuer d'attaquer les cinémas, et donc ils vont bel et bien sortir Wonder Woman 84 à la fin de cette année. Et ça veut dire quelque chose par rapport à la bande-annonce de Justice League sur HBO Max. On va avoir Wonder Woman 84 là, dès la fin de l'année, et dans la foulée, début d'année prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est en février, on devrait avoir donc la série Justice League en totalité disponible sur le site de streaming HBO Max. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que DC essaie de récupérer le ballon. Là où Marvel est en train un peu de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue d'avancer, on recule, on danse, on sait plus où sortir les films de super-héros. HBO et Warner essayent de prendre la main complètement et d'embarquer le public vers leur univers cinématographique en disant voilà, les super-héros c'est chez nous, de toute façon chez Marvel il se passe plus rien. Et ça peut peut-être marcher, à voir. Ça dépendra du succès de Wonder Woman 84, ça dépendra beaucoup du succès de ce film, mais ça dépendra aussi beaucoup de l'impact de Justice League. Bon, voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette bande-annonce. Encore une fois, c'est pas un retour en détail. Si vous voulez que je fasse un retour en détail sur les bandes-annonces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, avec plaisir. C'est pas le genre de choses que je fais. Je voulais plus vous parler du contexte et qu'est-ce que ça veut dire que où on en est un petit peu sur Spartacus, puisque c'est un sujet que je trouve très intéressant, qui parle beaucoup du devenir du cinéma aussi, et de différentes stratégies par rapport au cinéma mainstream, le cinéma avec beaucoup de pognon. Mais on va parler d'un cinéma où il y a moins de pognon maintenant. On va attaquer la critique de Cauchemar de Darwin. Décidément, il était temps. Bande de trous du cul. Alors, c'est toujours compliqué d'attaquer un documentaire, on le sait. Donc je vais pas faire très long sur le Cauchemar de Darwin. En tout cas, j'espère. L'enjeu pour moi, c'est de vous donner éventuellement l'envie de voir ce film et d'en comprendre un petit peu le style. Alors, j'ai fait exprès avant de vous parler d'une comparaison évidemment un peu... C'était un petit peu limite, un peu gros avec Hold Up qui vient de sortir, mais comme on en a beaucoup entendu parler et que beaucoup de gens l'ont vu, j'ai estimé que c'était peut-être plus simple de l'aborder de ce point de vue-là et d'être plus concret. Le Cauchemar de Darwin n'est pas un reportage, comme je disais, c'est un documentaire dit d'auteur. Alors oui, documentaire d'auteur, ça fait tout de suite, oui. Nous, vous savez, on est des auteurs, vous savez, c'est autre chose. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait?
Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Oui, dit comme ça pète un peu plus haut que son cul. Mais, dans l'idée, ça renvoie simplement à l'idée que c'est des documentaires où le point de vue de la personne, la subjectivité va être souvent exacerbée et que les éléments de fait vont être souvent à doser. On va rarement être face à du factuel, face à de l'explication, face à de l'évidence. Le documentaire d'auteur, c'est souvent le point de vue de quelqu'un. Et donc, plus c'est le point de vue de quelqu'un, plus c'est aigu, plus c'est personnel, et moins c'est facile à généraliser. L'enjeu d'un documentaire d'auteur, du coup, dans le fond, c'est de réussir à avoir quelque chose d'assez aigu et d'assez sincère, en fait, pour que, au bout de cet aigu, ça réouvre d'un seul coup vers nous tous, en disant « Ah ben oui, là, il aborde un truc qu'on ressent tous, qu'on est prêt à comprendre, parce qu'on se dit « C'est vrai que ça me ressemble, c'est quelque chose que je peux comprendre, que je me demande comment il a pu en arriver là, mais du coup, je comprends, je me sens proche du film, et j'ai envie de le comprendre. » Et c'est ça, tout l'enjeu du film de documentaire d'auteur, il est là. C'est faire un film assez aigu, personnel, mais sincère, d'abord et avant tout sincère, pour que éventuellement des gens s'y retrouvent et aient envie de le comprendre. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Alors il faut m'entendre. On va essayer d'abord de faire un petit peu le tour du style documentaire d'auteur. Grosso modo, en général, c'est des films qui sont tournés caméra au point, c'est-à-dire que voilà, c'est des petites caméras, souvent, bon maintenant on a carrément des téléphones pour faire ce genre de documentaire, ça vous donne une échelle d'idée, mais en 2006 c'était des caméras du type que moi j'ai utilisé quand je faisais ma formation, et oui j'ai vieilli décidément, c'était déjà il y a 15 ans, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on vieillit, le temps va pas en arrière. Avec le temps. Donc en 2006, on tournait avec des caméras du type les PD150, PD170, qui étaient des caméras avec des cassettes mini DV. Ouais, je sais, c'est fou. Hein. Ça paraît déjà archéologique, mais c'était des caméras qui avaient une très très bonne autonomie, plutôt une belle optique. C'était assez joli de filmer avec, et qui avaient un bon niveau de résolution, et qui étaient petite, peu lourde, assez pratique, mais qui faisait assez caméra pour qu'on puisse se sentir à l'aise avec. On pouvait la porter à l'épaule assez tranquillement. Bref, c'était pas des caméras d'épaule, c'était des caméras de poing, mais on pouvait faire de l'épaule assez jolie avec. Bref, c'est des caméras qui permettaient vraiment de faire du bon cinéma sans en rajouter, avec des moyens télé. Donc, en 2006, c'est la caméra standard du documentaire dit d'auteur, donc du documentaire où il y a peu d'argent, du documentaire local, mais ça permet du coup à des films comme Le Cauchemar de Darwin de se faire beaucoup plus facilement qu'avec des caméras télévision qui étaient beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficiles à gérer, et qui passaient moins inaperçues. Elles avaient plusieurs effets. Le premier, c'est que ça avait une belle autonomie. Deuxièmement, la qualité d'image était vraiment le maximum de cette époque-là, donc c'était le SD, qui était le format télé vraiment de qualité maximale. Alors il y avait le format cinéma au-dessus, hein, mais la qualité SD, c'était vraiment ce que faisait la télé de mieux à l'époque. Donc tu filmais avec une petite caméra de poing, mais tu faisais grosso modo la même qualité d'image qu'une caméra télé, à quelques détails près. Et grosso modo, quand je dis à quelques détails près, c'est juste des éléments techniques qui permettaient grosso modo de jouer avec l'image. Tu pouvais moins jouer avec l'image d'une caméra SD, il fallait vraiment que la lumière soit nickel, ça faisait du grain très vite, mais le public était habitué à ce type d'image, on n'était pas encore passé à la HD, du coup, ça passait très très bien, ça permettait à des gens comme moi, comme d'autres, de faire des documentaires à des frais plus modérés. Pour vous donner une échelle d'idée, je filmerai 3 ans plus tard mon documentaire, et je le ferai avec une caméra HD. Donc ça vous donne une échelle d'idée, une caméra de poing, certes, une EX1 de Sony, mais ça restera, c'est déjà de la HD. C'est-à-dire qu'on aura franchi le cap. 2006, c'est vraiment les dernières années du format SD. Bref. Et donc, quand Hubert Sauper-Film, je crois qu'il filme en 2003, si je dis pas de bêtises, entre 2002 et 2003, c'est un type de caméra qui non seulement a un bon format d'image, mais qui est aussi, en termes pragmatiques, en termes concrets, une caméra petite, une caméra qui est discrète, une caméra qui, grosso modo, ne va pas gêner plus. La caméra épale, vous savez, on peut pas la rater. La caméra à point, ce qui est cool, c'est qu'on voit encore la tête de la personne derrière. On peut avoir des échanges de regards avec la personne. C'est plus difficile avec une caméra à épaule. On est souvent caché par la caméra. Alors certains réalisateurs estiment que c'est certains cadreurs, certains réalisateurs de documentaires estiment que c'est une qualité, que tu t'effaces derrière l'objectif et les gens ont toujours conscience d'être filmés. D'autres estiment au contraire que c'est une force de toujours être en contact humain, que la personne puisse regarder tes yeux au-delà de l'objectif si elle en a envie. Bref. Ça dépend en fait de la qualité de relationnel qu'on va avoir la personne, de quelle intensité on va avoir, de ce qu'on veut obtenir. Dans certains films, on préférera que la personne regarde l'objectif. Dans d'autres films, on préférera que la personne soit constamment dans le regard du réalisateur, du cadreur, bref.
Donc vous voyez, c'est des questions de démarche, hein, tout ça est très souple. Mais c'est juste pour vous donner une échelle d'idée, ça se faisait avec des petites caméras, et ces petites caméras ont permis une sorte d'infiltration dans le réel qui est devenu un peu évident maintenant en termes de documentaire, notamment avec les téléphones. En 2001, c'est devenu évident cette forme de documentaire. Là, les gens le font eux-mêmes, je caricature à peine. Mais grosso modo, c'était encore en 2006, ça demandait encore du matériel, mais ça permettait un travail de proximité qui est à l'image du documentaire d'auteur et du cauchemar de Darwin. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner un petit peu le contexte technique, esthétique déjà, mais vous comprenez que la technique a évidemment un effet très fort sur le film, le résultat esthétique du film. Je vous parle de ça parce que vous pourriez vous dire, ouais bon d'accord, on a compris les trucs techniques, maintenant il n'y a plus grand chose à dire sur le film, c'est un documentaire, on suit des gens. Que nenni, chers amis, vous n'êtes pas sans le savoir, que, vous le savez déjà en fait, hein, je vous répète juste des choses que vous savez, vous venez juste écouter, vérifier si je dis des conneries, et me donner des points, me corriger si je dis des conneries, je sais très bien que vous êtes bien plus expert que moi, je le comprends tout à fait, respect vous soit dû, merci de votre écoute, quoi qu'il en soit. Donc bref, on pourrait s'arrêter à croire, on pourrait dire voilà, il suit les gens et tant pis, c'est facile de faire un documentaire, tu suis des gens. Pas du tout. Hubert Sauper fait des choix de cadrage qui sont très forts. Il y a déjà une première chose, c'est que quand il veut être proche des gens, il est très proche des gens. Il n'y a pas de... Le film est impressionnant comme il fait souvent des plans très serrés sur les visages, des plans très serrés sur les épaules. Dès qu'il peut être vraiment en très grande proximité avec les gens, il le fait. Et ça donne des plans magnifiques, hein, des plans super. On a notamment les plans sur un gardien. C'est un mec qui garde grosso modo l'usine de poissons pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent voler. Hein, parce que, comme c'est... le film le montre à un moment donné, des journaux locaux expliquent qu'il y a une grande famine qui va s'abattre sur la région de Monza. Et on comprend que ça fait un moment que c'est le cas, hein, que c'est pas une news. Mais grosso modo, les journaux en parlent comme quelque chose de nouveau. Et grosso modo... on a ce mec qui est un gardien de l'usine et qui est là pour empêcher les gens de venir manger de la bouffe là. Et on a des plans de nuit sur lui où on est constamment très près de son visage. Il a un regard comme ça hyper intense, un visage très intense. Et le mec, bon, dit des trucs complètement hardcore aussi, hein, qu'il a fait la guerre et tout ça. Bon, bref, je reviens pas là-dessus tout de suite. On parlera de ça à un moment dans la partie un peu plus écriture du film. Mais grosso modo, dans les choix de cadrage, on a donc le visage de ce mec. On a aussi à un moment donné les enfants, où il y a aussi on est dans une caméra qui est constamment immergée avec eux. On est au centre de eux. On n'est pas en train de les regarder de loin ou de faire des plans généraux où on les voit se débattre. On est constamment au milieu d'eux. On a une séquence où on a notamment 2 enfants qui se battent dans la rue, où ça vient vraiment à la baston, où il y en a un qui pleure et tout, donc c'est plutôt costaud. Et on est à côté d'eux. On n'est pas en train de les regarder de loin, on est à côté d'eux, ils sont en plan épaules serrées. Bref, on est constamment dans de la proximité. Et ces choix de découpage, ces choix de cadrage nous mettent dans l'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de les analyser, on n'est pas en train de les jauger, on n'est pas en train de sociologiser ce qu'on regarde, on est en train d'être avec. Donc ils se battent, ils ont mal, ils pleurent. Voilà, ça aussi, c'est des choix très forts de moments dans le découpage du montage. Ils vous montrent pas l'après. C'est pas le gamin qui va vous dire oui, j'ai pleuré pour telle raison. Ou c'est pas avant qu'il se passe un truc et on se dit hein, il va se passer quelque chose et ça s'arrête. C'est des choix, encore une fois, c'est des choix de découpage et d'écriture. Ça, on pourrait faire les deux. Ça donnerait simplement des films différents. Là, lui, ce qu'il veut, c'est montrer tout le côté exacerbé. Donc on voit notamment un gamin pleurer, comment ils se prennent la tête et tout ça entre eux, comment ça se passe. On voit un gamin qui est défoncé à la colle et qui s'endort sur un bord de trottoir de rue, qui sont plusieurs comme ça à dormir par terre dehors, voilà. Et on a aussi un autre exemple, à un moment donné, je ne sais plus exactement dans quel contexte, mais quelqu'un leur prépare du riz dans une marmite, et il y a pour une marmite où il y a quoi, je caricature, un fond de riz, il y a 40 gosses quoi. Donc évidemment c'est la guerre, tout le monde veut y récupérer la marmite est à peine posée, tu les vois tous courir sur la marmite, essayer de récupérer une poignée de riz, machin, et puis évidemment t'en as qui en récupèrent, d'autres pas, ça pleure, il y en a certains qui se tapent dessus pour en avoir, et on les voit manger le riz comme ça de manière... parce qu'ils meurent de faim, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment des moments qui sont exacerbés. C'est pas du tout de l'analyse posée, on est face à du concret, dur, et intense. Vous voyez ce que je veux dire? Les choix de cadrage en étant proche des gens et le fait de choisir des moments comme ça qui sont des instants de vie pure et directe ne laisse aucun doute à nos émotions. C'est pas des moments qui sont dans l'analyse, dans le recul, dans la froideur. Il y a vraiment quelque chose de la proximité. On veut nous faire ressentir ce que les personnages vivent.
Ça ajoute à ça un autre truc qui est très fort dans le documentaire d'auteur, c'est le choix d'une forme de trajet. Ça, alors je dis pas que c'est toujours le cas dans le documentaire d'auteur, hein. Encore une fois, faut modérer ce que je dis. Il y a des documentaires d'auteur qui vont être très écrits, qui vont être à la limite du reportage, hein, avec des éléments factuels et ainsi de suite. Ça existe aussi. Il y a aussi du documentaire d'auteur, on va dire, où même si le point de vue de l'auteur est très présent, on va l'entendre en voix off par exemple, dire voilà, je pense telle chose, il va quand même aller voir des experts, voir des gens qui vont lui donner des éléments, et il va y réagir ou pas, donner son point de vue, construire un point de vue à partir de ça. Mais la différence du documentaire d'auteur et du reportage, c'est que le documentaire d'auteur va dire à un moment donné, c'est mon point de vue, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas forcément une voix off, hein. Ça peut être simplement une construction qui ne laisse aucun doute. Je donne un exemple, c'est William Carell, qui est un réalisateur qui pour moi ne fait que du documentaire d'auteur. Ça a l'air d'être des reportages, vous avez peut-être déjà vu selon lui un documentaire qui s'appelait Le Monde selon Bush, et en fait où il réunit des éléments c'est lui-même qui le dit, tous ses films sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est des interviews, et il construit une sorte de grand discours à partir de ces morceaux d'interviews. Évidemment, c'est pas du genre, je fais dire des phrases à n'importe qui dans n'importe quel sens et je reconstruis pour faire des YouTube poop, hein, on est d'accord que c'est pas dans ce délire-là. L'enjeu, c'est plus de construire son propre discours à lui, William Carell, à partir du discours des autres, qui sont en général des personnes importantes, des experts ou des gens qui ont vécu l'événement avec une base d'analyse ou une base de, grosso modo, d'éléments factuels. On a des experts et des éléments factuels qui vont croiser leur discours, et à la fin du film, 1h, 1h30, je crois que Le Monde selon Bush c'est 1h15, 1h20, et ben on a un discours sur l'univers de George Bush, grosso modo brassé avec un maximum de largeur, parce que aussi il y a un côté journalistique dans le travail, dans le documentaire selon William Carell, c'est le fait d'aller chercher des gens qui sont proches de George Bush. Il y a carrément un mec qui a bossé au Defense Policy Board, donc le mec était vraiment, vous voyez le grand bureau secret, là on voit le grand ovale, là on les voit se réunir quand il y a une crise de guerre dans la plupart des films américains, là avec là, le président et tout ça, machin truc, bah le gars il était là, il a carrément bossé à cet endroit-là, donc ce qu'on appelle le Defense Policy Board. Et en fait, ce mec-là t'apporte des éléments, forcément, bah, c'est du factuel, hein. Tu peux estimer qu'il dit des conneries, tu peux chercher des éléments sur lui pour voir si ce qu'il dit est des bêtises, mais en tout cas il y était, donc au minimum, on a un degré, entre guillemets, d'expertise qui est déjà affirmé. Mais en parallèle de ça, on va aussi avoir des gens, l'américain lambda qui va parler à William Carell en disant qu'est-ce que je pense de George Bush, blablabla. On n'aura pas que des experts ou que des gens qui sont des journalistes et machin. On va brasser très large. Et ça permet du coup à William Carell de construire un discours qui, pour lui, est son point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut tout à fait faire du documentaire d'auteur qui ressemble à du reportage et qui donne la sensation d'un côté factuel, qui est même peut-être un peu pervers. C'est quelque chose de critiquable tout à fait dans les documentaires de William Carell, notamment dans cette forme-là en tout cas. Je dis pas forcément chez William Carell. Parce que je trouve que chez lui, c'est assez évident que le côté factuel est vraiment soutenu par un brassage tellement large de témoignages qu'à un moment donné c'est difficile de commencer à dire bah là c'est des bêtises machin, c'est le point de vue de tel personnage et William Carell a l'air d'y souscrire, point barre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans Hold Up, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, je sais, Hold Up il s'en prend un peu plein les dents, mais bon, comme c'est un archétype du reportage entre guillemets surfait et complotiste, ça vaut le coup de le sortir quand même un petit peu, de lui balancer quelques petites crottes de nez à l'occasion. Adieu les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Donc chez Hubert Sauper, donc dans Le Cauchemar de Darwin, on ne va pas avoir ce travail d'élargissement. On va surtout avoir un travail local. Quand je dis que là, j'ai fait exprès de donner un exemple, celui de William Carell, les documentaires qui sont plus proches du reportage, Hubert Sauper, il est plus du côté, j'ai envie de dire, du documentaire d'auteur, on va dire, classique, où on va souvent circonscrire à un lieu géographique ou à un trajet les témoignages. Pour, grosso modo, être sincère, être honnête sur le fait que voilà, c'est pas un documentaire d'expert, c'est pas un documentaire qui essaie de te dire le monde il est comme ci, il est comme ça, c'est le trajet que le réalisateur a fait dans ce film et il t'en parle. Et c'est franchement très 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 récurrent dans le documentaire d'auteur d'avoir ce genre de procédé. Le voyage, je vais vous donner un exemple simple, c'est partir d'un point, arriver au point B, rencontrer des gens sur le chemin, voilà, et ce sera ça l'histoire du film. Qu'il y ait une narration plus directe ou pas dedans, un suspense, il va retrouver son père ou pas, est-ce que grosso modo, il va retrouver le grand amour. Est-ce que... vous voyez ce que je veux dire? C'est à chaque fois... Il y a certains films comme ça qui utilisent des suspens qui sont beaucoup plus proches de la fiction. Il fait notamment ce documentaire américain qui s'appelait A Story of My Heart Failure, où il y avait grosso modo un mec qui retrouvait toutes les filles avec qui il était sorti et pourquoi elle l'avait envoyé bouler. Bon.
Et c'était intéressant, parce qu'évidemment, il y avait un suspense qui se mettait en place très tôt dans le film, en se disant, voilà, est-ce qu'il va finir par trouver quelqu'un une femme qui va lui dire, écoute, je t'aime, machin, blabla, en fait, je me suis trompé, je regrette, ou ce genre de choses, et on attend ça indirectement dans le film, puisque on peut pas suivre simplement un mec pour qui ça va être constamment un constat d'échec. Parce que ce serait trop triste, donc on espère quelque chose de mieux pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de suspense qui sont un peu plus du suspense de fiction, entre guillemets. C'est là où on peut carrément arriver à fictionnaliser le réel. Mais il y a d'autres exemples, hein. C'est le coup tu suis l'histoire d'une entreprise, et l'entreprise est en danger, donc il y a tout un suspense sur est-ce que l'entreprise va mettre la clé sur la porte, qu'est-ce que ça voudra dire pour les employés, le patron, machin, blablabla. Donc il y a plein de formes j'ai envie de dire, de suspense beaucoup plus direct dans le documentaire. Mais il faut être honnête, j'ai beaucoup plus vu et j'ai beaucoup plus entendu parler de documentaires où la narration directe était souvent de l'ordre du flou, c'est-à-dire un voyage, un trajet, une relation entre deux personnes, voilà, parfois le réalisateur avec quelqu'un, hein, fin de l'histoire, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça fait un moment de vie. Et Le Cauchemar de Darwin est complètement là-dedans, c'est un voyage. Le film commence par l'arrivée de l'avion, littéralement l'arrivée de l'avion des Russes, là, de nos fameux livres russes. Merci à Max Kais pour d'ailleurs le superbe pitch. Donc nos amis russes arrivent, et le film finit par le décollage de l'avion russe qui s'en va. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils viennent, ils attendent leur cargaison de poissons, la cargaison de poissons arrive, et ils s'en vont. Je caricature, hein, parce que le film est plus complexe que ça. Et autour de cette livraison se construit donc, ce dont je parlais avant, le fait que Hubert va rencontrer ce fameux gardien de l'usine de poissons, qui va aller filmer comment les gens travaillent à l'usine de poissons, qui va filmer grosso modo la vie des villages autour de cette usine de poissons, donc là évidemment la famine, qui va filmer aussi le contraste terrible avec les enfants, hein, qui sont dans la très très grande pauvreté autour de cette usine de poissons et qui meurent de faim. Donc le film va constamment mettre en contraste les kilotonnes de poissons qui partent vers l'Occident, donc la Russie en l'occurrence si je dis pas de bêtises, et la famine constante, la violence, le contre-coup, grosso modo, de ce système économique-là, et de son importance. Donc le film va être constamment là-dedans, mais il va pas vous le dire, il va dire, voilà, j'arrive avec ces Russes-là, il y a un débat moral, en fait, qui va être complètement porté par l'équipage de cet avion russe. Parce que j'ai caricaturé, évidemment, dans le pitch avant, mais l'idée, c'est que, pour que le film tienne un petit peu et soit pas juste une cartographie un peu floue de la ville de Mwanza, il y a ce truc on arrive avec cet équipage russe et on repart avec eux. Et c'est comme ça, grosso modo, qu'on arrive à construire une bulle, une sorte de phénomène qui va nous laisser, nous, spectateurs, entre guillemets, suivre la vie intime, j'ai envie de dire la vie intime d'Hubert Sauper à ce moment de sa vie. Vous voulez terminer comme ces poulets? Vous voulez mourir, ma mère? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Si c'est pour garder mes poules, oui. Et donc, abordons la question scénario, oui, je sais, c'est un petit peu... Je suis allé un peu vite, mais j'ai pas envie de vous faire du plan par plan, parce que je pense pas que c'est un film qui doive se parler comme ça. C'est un film d'1h30, je pense qu'il mérite largement d'être vu. Et une des choses que j'aime beaucoup dans Le Cauchemar de Darwin, c'est sa capacité à un moment donné à vraiment ancrer le film très très vite autour de la cargaison que cet avion doit recevoir. Donc on a ces fameux, les Russes arrivent, ils expliquent très très vite au début du film qu'ils doivent attendre que le poisson arrive. Donc tant qu'il n'est pas arrivé, ils entretiennent leur avion, on les voit plusieurs fois entretenir leur avion, machin, blabla. Et on voit essentiellement le film se construire entre deux grands axes au niveau scénaristique. Les pilotes de l'avion et l'équipage, qui ont un rapport avec Hubert, qui réfléchissent littéralement ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, avec Hubert qui fait preuve d'ironie, on sent très bien qu'il a étudié la question et qu'il sait de quoi il parle, mais il préfère faire le candide avec eux, leur poser des questions un peu de genre, oui, vous avez déjà livré autre chose que du poisson ici? Et on sent très bien que certains membres de l'équipage en savent beaucoup sur la question du trafic d'armes, mais ne veulent pas en dire, et donc Hubert, il détricote, quitte à aller les filmer de manière très très intime, hein. On a tout un moment, on a un gars notamment qui est dans une sorte de cuisine en train de leur préparer à bouffer, et ils ont une discussion qui dérive tout doucement vers quelque chose de politique, et le gars commence à donner un peu son point de vue, en étant un peu raciste, en disant ouais non mais les blagues de toute façon ils veulent pas travailler, c'est pour ça que ça marche pas ici, enfin voilà, et on sent très bien que c'est, et le mec lui dit juste après non mais pas de politique, moi je parle pas de politique, j'y connais rien, machin blabla, et on sent très bien qu'il y a quelque chose de raciste et que c'est un petit peu l'argument occidental de base, vous savez, ils travaillent pas, donc c'est pour ça que nous on a fait mieux qu'eux, je caricature, donc c'est pour ça qu'on a le droit de les exploiter, je caricature, et
On sent très bien que le mec, il sent tout de suite qu'il a franchi une limite et il dit non, mais j'y connais que dalle, c'est pas vrai, je veux pas parler de politique, Et en fait, c'est comme ça que le discours de Hubert apparaît dans le film, c'est-à-dire qu'en faisant preuve d'ironie, en les poussant à parler, il veut démasquer une forme d'hypocrisie occidentale, mais en même temps, il les pointe pas du doigt, il leur dit pas « vous êtes coupable », c'est plus compliqué que ça, lui-même il se dédouane pas. Hubert Sauper dans le film, il passe pas du tout pour un héros, hein. C'est-à-dire que il y a vraiment dans son côté candide une envie de faire parler ces gens d'une situation qui est anormale. Mais à aucun moment, il s'extrait de cette situation pour dire « voilà, moi, Hubert Sauper, je pense ça sur cette situation ». Il est vraiment en relation avec eux, il a envie de leur faire parler. Et du coup, on le voit par exemple notamment parler, je parlais à un moment donné oui, je vais continuer d'être concret parce que là je suis en train d'aller dans tous les sens, vous allez plus capter ce que je veux dire. Donc on a toute une partie comme ça avec l'équipage russe où il essaie de leur faire dire des choses. Il a un point de vue, c'est clair, il a une forme d'ironie, donc il essaie de leur faire dire des choses. Et en parallèle de ça, on a toute une partie où il va questionner, parler aux locaux, donc ce fameux gardien de l'usine de poissons, les prostituées, les enfants et un peu les dirigeants de l'usine de poissons. Donc on a vraiment 4 grands pôles qui vont être grosso modo le deuxième axe, l'axe parallèle du film qui va constamment renvoyer les Russes et les pilotes russes à leur réalité occidentale qui viennent récupérer des choses et partir après. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et donc l'histoire va constamment renvoyer le spectateur occidental, grosso modo va le mettre dans des chaussures assez inconfortables, qui est celui de la personne qui vient récupérer des choses et qui s'en va au mépris de ce qu'il s'y passe. Et c'est assez incroyable comme le film va constamment jouer à nous mettre en miroir avec cette équipe russe qui est pourtant, voilà, c'est des gros gars là, c'est vraiment le russe de base, j'ai envie de dire, pas forcément élégant, c'est des types, c'est des quarantenaires, des trentenaires, quarantenaires, si je dis pas de bêtises, voire des cinquantenaires, qui font leur taf de livreur, hein, voilà, on est vraiment dans, grosso modo, l'ouvrier russe, entre guillemets, qui vient faire son taf, point barre. Mais le public, je pense, ne peut pas s'empêcher de se sentir indirectement, en tant qu'occidental, proche d'eux, parce que ils sont jusqu'au cou dans le paradoxe occidental vis-à-vis de cette situation-là. Et je vais être clair, j'ai donné 4 pôles, vous allez voir un petit peu où je vais en venir. Grosso modo, face aux enfants, évidemment... non, je vais finir avec les enfants après, vous allez comprendre. Oui, je sais dire ça, je vais finir avec les enfants, c'est très sale. Et comme vous êtes des gros pervers, vous êtes en train de vous imaginer un truc horrible. Alors je vais être clair, si c'est pour imaginer des trucs aussi dégueulasses et aussi immoraux, vous êtes les bienvenus pour écouter The Good Post. Dédicace au 9-5, dédicace au 9-3, dédicace au 9-4, dédicace au 9-2, dédicace au 7-8, dédicace au 9-1, dédicace au 6-0, dédicace à tous les frères en France. On a donc les prostituées, donc on les voit clairement, et c'est là où le film est assez impressionnant. Elles le disent, grâce aux pilotes, elles arrivent à manger bien, même pas certains qu'ils les payent, hein, c'est assez pour leur faveur, et elles prennent des risques évidemment, puisque voilà, c'est le tourisme sexuel dans toute sa splendeur, hein, donc vraiment elles meurent de faim, donc par définition, il n'y a pas 300 solutions, et il n'y a pas de travail, c'est-à-dire que le film insiste bien là-dessus, il n'y a pas de travail, hein. Les gens meurent pas de faim parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, contrairement à ce qu'un Russe se dit pour se rassurer, mais bien parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que vraiment l'économie est... Là, on n'est plus dans la récession, là, elle est en banqueroute. Et je vais revenir là-dessus après. Donc on a les prostituées qui viennent nous renvoyer à ça, à la violence littéralement charnelle du rapport entre les Russes et donc ces jeunes femmes. Et je vais revenir là-dessus sur un élément après. Non, je vais pas spoiler ça. Vous devez voir Le Cauchemar de Darwin et je ne spoilerai pas ce qui se passe pour ces jeunes femmes. C'est hardcore. Le film est juste hardcore à cet endroit-là. En parallèle de ça, on a donc le village, en grosso modo, et il y a des représentants, pas des représentants, mais je crois que c'est un des prêtres du village qui explique un petit peu le taux de mortalité, le fait que, bah oui, avec l'explosion de la prostitution due au manque de moyens, hein, dû au fait que les gens meurent de faim, bah il y a eu aussi une explosion du sida et des MST, donc de plus en plus de gens qui en meurent, notamment chez les fishermen, comme ils disent, les pêcheurs, qui voilà, viennent là, s'éloignent de leur famille pour gagner le peu d'argent qu'ils peuvent, et souvent bah, ils couchent avec des prostituées, ils tombent ou avec des enfants d'ailleurs, c'est génial, hein, je veux dire c'est la fête, comme on dit Michael Jackson, je suis ton meilleur ami. Oh,
Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade. Mais qu'est-ce que... Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde? Mais putain, tu vas avoir un point rouge. Mais non. Allez hop, bain mais d'acide. j'explique. Découpé à la machette, sac poubelle. Non. Et hop, mais à non, la mais décharge. arrête. Tu Mais vas pas du finir à tout. la décharge. Mais non. Et donc évidemment, taux de mortalité très très élevé. On voit bien sûr les cérémonies mortuaires qui sont grosso modo sans le sou et où on a vraiment l'incarnation d'une forme d'existence dans la difficulté, vraiment dans le dur constamment. En parallèle de ça, on a donc l'usine, où on voit le patron de l'usine, qui est un Indien, expliquer grosso modo que c'est une usine qui tourne très très bien et que grâce à son usine, l'économie de Monza tourne bien. Et on voit des moments extrêmement ironiques, où Hubert Sauper est ironique au possible, où on a le patron de l'usine qui met en place qui enclenche vous savez, les sortes de petits poissons là en musicaux là, où tu le mets en marche et puis t'as le poisson qui bouge c'est une sorte de faux poisson empaillé et puis ça fait de la musique. Et là dans le film c'est incroyable puisqu'il y a carrément la musique Don't Worry Be Happy, voilà, avec le petit poisson comme ça. Alors le mec il est peut-être dans une des régions de Tanzanie où la famine est la plus violente, et le gars il te fout Don't Worry Be Happy, tout va très bien quoi. Et on a plusieurs moments dans le film, des passages avec eux, et on voit un gars notamment expliquer que l'usine se développe depuis des années, qui construisent plein de trucs grâce à l'usine de Monza, et qu'il y a beaucoup d'avenir pour cette usine, alors que le générateur de pauvreté est genre à 500%. Hein. Faut bien comprendre que là, autour de l'usine, voilà, virer des gens, ça leur pose aucun problème. Il y a des gens qui meurent, il y a plein de pêcheurs qui en meurent. Il y en a d'autres qui viendront faire la chair à canon, et eux, entre-temps, ils se font une marche tranquillos. Don't worry, be happy, quoi. Donc voilà, vous avez le point de vue ensuite des mecs de l'usine. Et ensuite, enfin, j'ai envie de dire, avec horreur, on a le point de vue des enfants, des orphelins, qui est beaucoup expliqué par un jeune artiste qui vient donc raconter concrètement ce que ces enfants vivent, en expliquant que souvent c'est des parents qui sont ou devenus, c'est souvent le cas, le papa devient pêcheur, meurt, la mère se retrouve seule, fait de la prostitution, meurt aussi de prostitution, et donc voilà, les enfants se retrouvent dans la rue en vivant des moments formidables du genre violence, viol évidemment, hein, puisqu'ils se défoncent à la colle parce qu'ils meurent de faim, donc on a le cocktail génial, le trium superbe, puisqu'ils viennent nous raconter leur calvaire. Quelle indignité. Avec bien sûr le trio de l'enfer, hein, c'est-à-dire violence physique, famine et violence sexuelle, et bien sûr, drug addict, donc accro à la drogue et aux drogues dures qui te défoncent le cerveau, bien sûr, et qui te transforment en légumes. Bref, absolument une vie formidable. Donc voilà, vous avez compris le truc, et tout ça en parallèle de revenir régulièrement vers nos amis russes qui attendent la cargaison, qui sont un petit peu procéduriers comme ça, qui résistent un petit peu à ce que Hubert essaie de leur faire dire par moments indirectement sur leur travail, sur le fait que ils font ils ont fait du trafic d'armes, qu'ils y participent. Mais le film, je trouve, a la nuance dans l'écriture, et c'est là où je veux en venir, cette construction d'écriture entre les deux grands pôles, nos amis de l'équipe d'avions russes et la réalité du contexte de Monza, qui est la plus grande partie du film évidemment, hein. Nos amis russes, c'est grosso modo à un moment donné, Hubert Sauper, il essaie aussi et il leur laisse aussi l'humanité. Il leur laisse dire, voilà, non mais moi j'y connais rien en politique. On peut y voir de l'hypocrisie, comme je disais, du racisme, mais on peut aussi entendre que voilà, le mec, on l'a poussé un peu à parler devant la caméra, il dit non, mais bon, c'est des conneries, j'y connais que dalle, voilà, je fais mon travail, je veux rentrer chez moi, m'occuper de mes enfants, machin, et ça s'entend. Ils ne sont pas des anges, loin de là, puisqu'une partie d'entre eux, clairement, profite de la prostitution, donc c'est glauque, et quand on connaît le contexte de la prostitution de ces jeunes femmes, comme le film le présente bien, on est au sommet du cauchemar, hein. Le titre n'a jamais été aussi juste. Et grosso modo, on a en parallèle de ça un très beau passage notamment où les différentes personnes montrent, on voit que c'est des mecs qui essaient de mettre de la légèreté dans leur vie, voilà, ils montrent des photos de chez eux, de leurs amis, de leurs enfants, des trucs qui leur font rigoler, et on a notamment l'un d'entre eux qui dit des choses terribles et qui restait une des grandes phrases du film, c'est le moment où un des mecs dit, voilà, j'ai un ami pilote qui a bien résumé la situation d'ici, d'un côté, nous, on est venu chercher du raisin, il était envoyé au Soudan avec son avion, et il ramenait du raisin du Soudan vers la Russie, et eux, ils ramenaient des grenades, donc des grenades à Noël, c'était la période de Noël, et ils ramenaient des grenades, donc de l'armement, hein, pas le fruit du tout,
à des explosifs au Soudan. Donc il résume la situation, voilà, les petits-enfants russes, pour Noël, ils ont du raisin, et les petits-enfants du Soudan, ils ont des explosifs. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La question est vite répondue, décidément aujourd'hui. On va pas beaucoup rigoler, il n'y aura pas beaucoup de galéjades. Et oui, parce qu'il est temps que je vous parle de ce fameux mème dont je vous ai parlé avant, celui-là. Donc oui, ce mème que j'utilise moi-même, qui me fait beaucoup rire, que d'autres youtubeurs que je trouve hilarants, comme par exemple le Raptor Dissident, utilisent super bien. Ce mème, eh ben c'est une histoire terrible. Vous ne connaissez pas Rocky Lockridge? Allez, on va se faire un petit peu un côté HVF, histoire vraie flippante aujourd'hui, hein. Max Sky Style. Non, je vais pas trop rigoler là-dessus, mais grosso modo, j'aime bien l'idée de savoir un petit peu ce qu'on fait derrière le montage, d'aller parfois un peu au-delà de ce qu'on utilise. J'ai utilisé moi-même dans le premier épisode de The Résumé un passage d'une gamine qui se fait vraiment ridiculiser par des gars dans un live Instagram où le mec lui fait dire genre, tu connais pas Nick, c'est écrit en grosso modo en slang, hein, mais c'est genre Nick les Renois, tu vois, elle dit ah non, je connais pas Nick les Renois, non. Vous voyez, je l'ai utilisé, mais je l'ai mis moi-même comme texte sur la vidéo. Je devrais pas me moquer des enfants, c'est un peu facile, c'est drôle, ça me fait rigoler aussi, mais voilà, il faut quand même assumer. Si demain cette gamine dit voilà, un mec qui parle trop, t'es un connard, t'aurais mieux fait de pas utiliser ce passage, ça a été humiliant pour moi, machin, j'aurais l'air d'un connard et je devrais lui demander pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait rire, je pense que mon objectif était de faire rire et je pense que ça fait rire, mais je dois aussi admettre que si ça la choque, bah, je dois l'assumer, lui dire écoute, je pense que ça fait rire, mais je comprends, je m'en excuse platement et je réenvisagerai à un moment donné d'enlever ce passage de ma vidéo si j'en arrive à ce point-là, parce que c'est son image à elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se raconter ce qu'on veut, on peut dire internet libre, machin, blablabla, mais respecter l'image des gens, ouais, c'est un débat constant. C'est pas du tout quelque chose qui est dans l'immanence, c'est pas du genre on fait ce qu'on veut avec l'image de... À partir du moment où l'image sur internet, on en fait ce qu'on veut, et c'est pas l'inverse non plus du vous ne faites rien de la moindre image que vous prenez de moi, il faut que je signe et que vous me donniez de l'argent. Vous voyez, c'est pas aucun de ces deux extrêmes n'est juste. C'est quelque chose à réévaluer à chaque fois. Bref. Et donc le mème de Rocky Lockridge, c'est un petit peu ça. Parce que bah, c'est une histoire terrible. Rocky Lockridge, ça a été un extraordinaire boxeur qui a été vraiment très bon, et qui a été champion du monde, qui a notamment mis un KO terrible au père de Floyd Mayweather. Si vous ne connaissez pas Floyd Money Mayweather, c'est grosso modo l'un des derniers grands boxeurs imbattables, imbattus de cette dernière génération, hein, qui a arrêté sa carrière ou qui fait essentiellement des combats pour le pognon. Il fera peut-être un combat à jour pour l'argent. Il a des recombattus dernièrement contre un jeune japonais on disait voilà, il va forcément l'avoir. Bon, c'était un peu de la flûte ce combat-là, puisque c'est un très bon combattant, ce jeune japonais, mais c'est d'abord avant tout un combattant de kickboxing de K1, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était un petit peu, voilà. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu le style de Floyd Money Mayweather. C'est un mec qui a un combattant de boxe extraordinaire, et qui était donc le fils de Floyd Mayweather, qui lui-même était un extraordinaire combattant, mais qui lui avait perdu, et qui s'était donc fait mettre KO par Rocky Lockridge. C'est l'apogée de la carrière quasiment de Rocky Lockridge, qui a été champion du monde de boxe. Et malheureusement pour Rocky Lockridge, comme beaucoup de combattants, Tyson et d'autres, dans plein de sports de combat différents, dans plein de sports en général, Rocky Lockridge a sombré dans la drogue, perdant ses titres, devenant un boxeur médiocre, se retrouvant à la rue sans le sou, et donc abandonnant sa femme et ses enfants pour s'enfuir, grosso modo, se défoncer. C'est un mélange, vous savez, de honte et d'addiction. Donc vous imaginez le rapport, hein. Si vous avez du mal à envisager le truc, je vous conseille de mater Requiem for a Dream, qui renvoie très bien à ce mélange horrible dans lequel la drogue nous met, nous défonce complètement nos rapports aux autres, et nous met dans ce rapport horrible où on fait preuve constamment d'un amour incroyable et extrêmement intense, mais d'une violence aussi horrible et particulièrement dangereuse, souvent jusqu'au meurtre, hein, jusqu'au crime passionnel. C'est l'horreur, grosso modo, de la drogue et de l'explosion de la drogue dans un cerveau humain, malheureusement. Et donc, Rocky Lockridge a fini donc dans la rue, a été retrouvé par des mèmes sur internet et tout ça. On a notamment une vidéo assez absurde où il y a un mec qui va le provoquer en baston devant un supermarché. Évidemment, comme par hasard, bah, le mec se fait étaler, quoi, parce que c'est un ancien champion du monde de boxe. Petit conseil à tous les gens qui pensent un jour faire ce genre de choses. Un praticien de boxe professionnel, comment dirais-je, même bourré, même très fatigué, même vieux, si vous savez pas ce que c'est que donner un coup de poing,
évitez d'aller le chercher. Parce qu'il est très probable qu'il vous enterre, hein, littéralement. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Et donc, il y a plusieurs années, je ne sais pas exactement quand, un documentaire a été fait à la télé qui a réuni Rocky Lockridge avec ses enfants. Donc vous imaginez, hein, le mec les a abandonnés. Hein, faut bien comprendre ça, il a fini dans la rue, certes, mais il les a abandonnés. Donc il a vraiment laissé sa famille derrière lui. Et ses enfants le retrouvent. Et si vous voyez le fameux moment qu'on a dans tous les mèmes et que j'utilise moi-même et qui me fait beaucoup rigoler, est un moment terrible. Puisqu'en fait, il y a un de ses fils qui lui dit, grosso modo, je caricature, malgré le fait que tu nous as abandonnés, malgré le fait que tu étais horrible avec nous, je t'aime toujours, il y a toujours une part de moi qui t'aime, et le fils il est en larmes, et c'est très très costaud, hein. Vous rendez compte du contexte, le père il est devenu toxicomane, il est parti, voilà, il t'a laissé crever dans la merde, je caricature, et là tu le retrouves, et c'est ton père, donc tu peux pas non plus le détester, quoi. Vous voyez, ce que c'est ça le problème, le truc horrible de l'horrible destruction de la drogue, c'est qu'elle maintient malgré tout un rapport qui est très affectueux, paradoxalement. C'est ça qui est... Alors, il y a aussi d'autres exemples, hein. Ça dépend des drogues qu'on prend. Il y a des drogues qui rendent particulièrement délétères et donc qui nous rendent froid aussi. Donc, il y a aussi d'autres choses, mais je trouve que dans la plupart du temps, dans les cas de drogue comme ça, les gens sont souvent dans un rapport de rejet-affection qui est terrible, parce qu'ils sont aussi très souvent dans une très très grande faiblesse, mine de rien, hein. Bref, surtout quand ils sont en manque et ainsi de suite, évidemment. Donc le rapport émotionnel est très tendu, et donc l'enfant, voilà, il lui dit, voilà, c'est un grand garçon, hein, je crois qu'il doit avoir la vingtaine, la trentaine peut-être même, et il lui dit, voilà, malgré tout ça, je t'aime toujours et tout ça, et là, Rocky Lockridge, qui jusque-là était visiblement assez placide, assez arrivé à cacher les trucs, explose littéralement, et on a ce fameux qu'on utilise tous dans les mèmes et qui est drôle. Mais en fait, c'est un mec qui explose en larmes parce que son fils lui dit qu'il l'aime toujours, alors qu'il l'a abandonné et qu'il lui a fait du mal. Eh ouais, je sais, maintenant, quand vous allez voir ce mème, vous rigolerez peut-être un peu moins. Moi, perso, ça m'empêche pas de rigoler, je trouve ça toujours drôle à utiliser. Mais voilà, des fois, il faut savoir ce qu'il y a un petit peu derrière tout ça. Ça pose des questions éthiques, hein. C'est compliqué, hein. Je pratique souvent l'humour noir. Je sais que beaucoup de gens ont arrêté d'écouter le podcast parce que je suis hardcore et que je fais des vannes juste sans limite par moment et que je suis open bar. Mais je suis le premier à dire, ça pose la question de la limite de l'expression, c'est compliqué. Je pense qu'on doit pouvoir tout exprimer. Je pense qu'on doit pouvoir rire de tout. Mais on a tous des limites. Moi, le premier, hein. Il y a des sujets, on fait des vannes dessus, ça ne me fait pas rire. Parce que ce sujet-là, c'est trop aigu, je veux pas qu'on rigole de ça, je trouve ça me choque, mais c'est mon problème. Si ça fait rire d'autres, tant mieux qu'ils rigolent. Et si ça me pose problème et que je pense que éthiquement il y a vraiment un souci, rien ne m'empêche de porter plainte, de dire voilà, il y a atteinte à la bonne mœurs, à la morale, machin, blablabla, et j'ai telle preuve pour le dire, et je pense que c'est pas bien, blablabla. Mais ça n'empêchera pas que cette personne aura le droit de l'exprimer et que des gens auront le droit d'en rire. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. En tout cas, maintenant, vous connaissez l'histoire de ce fameux mème de Rocky Lockridge. Intéressez-vous à ce mec, regardez un petit peu ses combats sur YouTube. C'était un sacré boxeur, franchement magnifique. Je crois qu'il a un crochet gauche qui était sale. Bref, vous connaissez un petit peu l'histoire du mème de Rocky Lockridge. À bientôt pour une nouvelle HVF. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Le cauchemar de Darwin. Le cauchemar de Darwin est un grand documentaire selon moi. C'est un documentaire qui... même, j'insiste, c'est un point de vue personnel, intime. C'est un voyage, au final je suis d'accord, je comprends tout à fait le point de vue du berceau père, c'est un film qui a été un peu trop porté à nu pour défendre des idéaux politiques, qu'en fait, c'est pas qu'il voulait pas les défendre, il est plutôt d'accord, oui, Hubert Sauper est plutôt altermondialiste et il est plutôt contre la mondialisation, le capitalisme comme ça, le néolibéralisme d'ailleurs, ça se sent. Mais à aucun moment Hubert Sauper dans le film te dit... En fait, Hubert Sauper, il te met juste le nez dedans. Ils disent, voilà, ça se passe, c'est du concret. Alors, est-ce que notre système il marche bien maintenant? Et ben, dans le film, on le voit, on voit une réunion des gens, des politiques du coin de Mwanza, avec les mecs de l'usine, enfin les directeurs de l'usine et des gens comme ça qui se félicitent de l'économie de la perche et qui trouvent que ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une famine, une violence sociale extraordinaire et exacerbée, mais à un point qui est juste fou. J'ai pas évoqué Enfin, j'ai évoqué des choses horribles, mais il y en a d'autres dans le film. Il faut bien comprendre que il n'y a pas que ça, hein. C'est un film à voir, encore une fois. Et les mecs se félicitent, ils se disent oui, tout se passe très très bien. On a vraiment l'ironie horrible de l'économie qui dit voilà, tant que l'économie roule, tout roule. Ce qui est
absolument faux, et le film le montre avec une sorte d'évidence, en étant au niveau du sol. C'est pas juste Hubert Sauper qui, ici, en Occident, a commencé à dire « Oui, mais c'est pas bien ce qu'on leur fait, j'ai jamais mis les pieds en Afrique, mais quand même, c'est pas gentil, hein, vraiment. » Vous voyez, il est allé sur le terrain, il a filmé des gens, il a constaté une situation pendant un long moment, et il en fait un compte-rendu qui est le sien. Et le cauchemar de Darwin, je dis pas qu'il a pas de défaut, le film, hein. Encore une fois, le défaut, c'est la limite plutôt de ce film, c'est le point de vue d'Hubert Sauper. Il est clairement altermondialiste, ça se sent, et il est très à gauche, ça se sent, et l'ironie qu'il met face au personnage par moment est pas forcément très gentille, notamment quand il coince un petit peu nos pilotes russes qui sont ni des politiciens, ni des économistes, ni quoi que ce soit, donc c'est un peu limite de les coincer sur des questions politiques comme ça. Mais le film, à mon avis, n'avait pas l'ambition d'être un pamphlet avec qui grosso modo devait devenir une sorte de porte-étendard politique. Hubert Sauper, il a été content que le film soit compris, et c'est un film qui filme la famine, la violence de l'Occident envers l'Afrique avec une base concrète, une base vraisemblable qui est juste indiscutable. C'est là où le film est très fort. Mais à aucun moment, il a voulu faire du film un porte-étendard tel qu'il a été fait. Hein. Pour vous donner une échelle d'idée, entre 2006 et 2010, des projections du cauchemar de Darwin par des mouvements d'extrême gauche, mais il y en avait partout en France, quoi. Mais tout le temps, c'était un truc de fou, quoi. Moi, j'habite dans l'Est, c'était complètement dingue, il y en avait constamment. Tous les 6 mois, je tombais sur le cauchemar de Darwin, association altermondialiste, machin truc. Après, c'était soirée des droits, soirée sur les dérives du néolibéralisme, le cauchemar de Darwin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment le film qu'on associait systématiquement avec une idéologie politique, certes à laquelle moi j'adhère plus ou moins, hein, l'antilibéralisme et tout, mais malgré tout, le film, maintenant que je l'ai revu, je trouve, est beaucoup moins évident que ça. C'est d'abord le point de vue de quelqu'un. C'est un film qui permet du débat autour, certes, mais le film en soi, l'attaquer comme il a été attaqué, notamment comme un pamphlet politique, c'est une erreur. C'est juste pas ce film-là. Ça veut pas dire pour autant, et je tiens à être clair, que je cautionne pas le message du film. Moi, personne, je le cautionne plutôt. Je suis d'accord avec le fait que le film nous met face au problème concret du néolibéralisme, et nous sommes 15 ans plus tard, nous n'avons toujours pas changé de cap. Il faut être clair là-dessus, hein. On est toujours dans la même exploitation de l'Afrique par l'Occident, avec les mêmes dérives, et on n'a pas ralenti, on a même accéléré. Je vous raconte pas maintenant l'enjeu, j'ai oublié le nom des fameux minerais qu'on utilise pour faire tout ce qui est dans les iPhones et les téléphones, les smartphones. Parce que les smartphones ont vraiment éclaté en termes de production à partir de 2008-2009. Mais là, on est 10 ans plus tard, je peux vous dire que ça s'est pas calmé. Et je peux vous garantir qu'avec une économie pareille, j'ai de sérieux, là c'est mon point de vue, hein, j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'il n'y ait pas le même type de violence qui s'anime encore en Afrique autour du sujet. Bref, à cet endroit-là, je trouve le cauchemar de Darwin brillant. Brillant parce que c'est un témoignage, c'est un film de terrain, c'est un film qui dit ça se passe comme ça, c'est concret, j'ai rien inventé, et c'est comme ça, et je pense que personne n'a réussi à prouver que Hubert Sauper a manipulé qui que ce soit là-bas, parce que c'est mon point de vue, mais je pense qu'il a manipulé personne, et que c'est vraiment la situation de ces gens. Et c'est aussi... et je l'ai pas assez dit dans ma critique, mais je vais conclure là-dessus. C'est aussi un film qui est bourré d'une ironie qui est salvatrice. Le fameux coup du poisson dans To Be Happy, vous savez, le film, le titre, Le cauchemar de Darwin, c'est ça, hein, c'est vraiment à un moment donné, tu te dis, mais quoi ? Mais tu te rends pas compte de où tu vis, quoi. Même le mec, même le patron de l'usine qui est là, il arrive à fermer les yeux sur la famine, la violence qu'il voit tous les jours. C'est juste complètement dingue. C'est ce niveau d'abstraction que l'être humain peut mettre dans les choses en se disant, non, mais ça va. Oui, il y a 20 000 morts, bah écoute, ça va, il n'y en a pas 25 000, oh. 20 000, on est encore dans un bon ratio. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc, cette capacité à rendre des choses aussi violentes, froides, en y mettant de la distance. Alors autant vous dire que si le patron de l'usine arrive à mettre de la distance en étant sur les lieux, en Occident, on n'a aucun problème à mettre de la distance. Hein. Aucun problème. Vous, moi, tout le monde. C'est là aussi où j'aime le travail d'Hubert Sauper, c'est je trouve, il ne nous dédouane pas, nous, spectateurs, de ce qui se passe là-bas. Il est clairement... Dans un rapport du genre, bah voilà, ce qui se passe là-bas, vous pouvez pas simplement dire c'est le grand capital. Hein. C'est aussi vous, en tant qu'occidental, qu'est-ce que vous consommez, comment vous le consommez, qu'est-ce que ça a comme résultante, et si vous ne voulez pas voir cette résultante, je vous la montre. Vous achetez du thon, de la sèche qui vient du Nil, voilà ce que vous alimentez. Et c'est aussi ce
ce type de témoignage-là, moi perso, je pense, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres The Good Post, mais on en a encore besoin, encore plus besoin en 2020. Qu'est-ce qu'on achète et quel résultat ça a? Parce qu'au final, ces fameuses entreprises et ces fameux conglomérats qui peuvent se permettre, grosso modo, de faire preuve d'une sorte de froideur face aux faits, et ça, à la limite, vous allez me dire c'est leur business, donc on ne peut pas le contrôler, mais en fait, c'est pas vrai. Ce qu'on achète, ce qu'on consomme a un effet direct sur des gens. C'est pas seulement j'achète français parce que ça soutient l'économie française. C'est bien, ça s'entend et c'est compréhensible, mais c'est pas juste ça. C'est quand tu achètes des trucs à base d'huile de palme, oui, tu soutiens la déforestation au Brésil, que tu le veuilles ou non. Quand tu achètes de la sèche, bon ben voilà, tu sais ce qui se passe, et ainsi de suite. Ce qu'on achète d'international, ce qu'on achète à une entreprise X ou Y qui alimente ça, on participe. C'est ça aussi, à un moment donné, l'acte de consommation, il devient un enjeu politique, qu'on le veuille ou pas. Et je trouve à cet endroit-là le cauchemar de Darwin d'une évidence assez incroyable. Bref, je vais arrêter mes superlatifs, je commence à vous gaver. Mais c'est grosso modo pour ça que je vous conseille de voir le cauchemar de Darwin et de me dire ce que vous en pensez, évidemment, sur les différents réseaux sociaux. Je vais arrêter de vous gaver avec ça maintenant. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté encore une fois. C'est vrai que je le dis pas souvent à la fin des Good Post, je finis souvent de manière un petit peu abrupte en faisant le malin et machin, et en faisant le kéko, et ainsi de suite. Mais évidemment, n'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, liker, évidemment, vous m'aidez énormément, partagez évidemment si vous avez aimé. Et bientôt, je ne sais pas si je vais réussir à faire le The Résumé cette semaine. Allez, on va croiser les doigts, mais à mon avis, vous aurez le résumé plus tôt la semaine prochaine. En tout cas, toi qui écoutes ce podcast maintenant, sache que probablement tu as l'épisode de The Résumé aussi, si tu préfères aller l'écouter ou si tu veux aller rigoler un petit coup sur le texte de fond, le sous-texte de fond de ce podcast. Merci à toi, à bientôt. Salut à tous, c'est Max Guys et bienvenue pour un nouvel épisode de HVF, une histoire vraie et flippante. Je vous avais promis un épisode sur un mec qui parle trop, alors parlons tout de suite de ce que la France a surnommé le pédophile mangeur d'excréments. Du podcast à l'intérêt pour les matières fécales. L'histoire d'un mec qui parle trop commence dans une petite bourgade de l'Est de la France où un mec, dont le nom de famille est Qui parle trop, commence à s'intéresser tout doucement, en étant petit, au monde du podcast et du cinéma, jusqu'au jour où il se rend compte que ce qu'il dit est littéralement de la merde. Du coup, il a ce truchement bizarre qu'on appelle la folie, qui l'amène à s'intéresser littéralement à la matière fécale. Et c'est ainsi que le cauchemar d'un mec qui parle trop va commencer. De la critique de merde à manger de la merde.